Donc, avant de passer la parole à Maître Touré qui va ouvrir la seconde commission sur le secteur public, je vais donner la parole à la salle pour recueillir vos expériences, vos observations, vos questions, afin d'enrichir davantage nos travaux et permettre aux professeurs de nous établir le rapport général de synthèse pour demain. Donc la parole est à la salle. Nous allons ouvrir la liste. Voilà. Alors, afin que nous puissions enchaîner sur la deuxième commission, nous allons laisser un temps de parole relativement court. Aussi, nous vous demandons d'être bref dans vos interventions, s'il vous plaît. Maître Baradan, notaire à Sidi Blabès, je remercie les intervenants pour leur brillante intervention. J'ai deux questions au professeur Ali Benchnepp concernant le devoir de conseil. Le dicton dit celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Donc concernant le droit de conseil, je crois que la jurisprudence, néanmoins en France, est catégorique. Donc, elle dit que les conseils s'additionnent et ne se vincent pas. Mais est-ce que le fait de considérer le devoir de conseil comme absolu ne risque pas de mettre ou de placer le notaire comme tuteur légal sur ses clients? Est-ce que le notaire est obligé de faire savoir à son client ce qu'il doit savoir, ce qu'il sait déjà ou ce qu'il doit savoir? Pour la constitution des sociétés, je crois que l'intervention du notaire au moment de la constitution est différente quand il intervient au moment de la modification de la société. Les gens sont, on va dire, profanes au départ, mais bien aiguisés quand il s'agit d'augmentation de capital, ou de cession de parts et autres. Donc, je voudrais attirer l'attention sur l'acharnement sur les notaires et le dérapage en ce qui concerne la responsabilité civile. Et je ne parle pas de la responsabilité pénale. Ma deuxième question, j'aimerais savoir, et je crois aussi l'audience, aimerait savoir les raisons pour lesquelles les agents économiques fuient les autres formes de société. Les SPA, les sociétés donc, par commodité simple ou par action. Et je vous remercie. Bien. Merci pour ces questions. Alors, comme je suis un esprit tortueux, je vais répondre dans l'ordre inverse de vos questions. Bon. Pourquoi les gens fuient les autres formes de société et donc adoptent majoritairement la formule société à responsabilité limitée, hein, c'est ça votre question. Bon. Je peux vous répondre que je ne sais pas. Et je serai excusable et vous ne rétablirez pas la peine de mort. D'un autre côté, si vous voulez, il faut revenir à l'histoire de la SARL. Il faut revenir à l'histoire de la SARL. La SARL a été une création, venue d'ailleurs du droit allemand, pour réagir à la complexité de la manipulation des commandites simples, des sociétés en nom collectif, hein, avec cet avantage de limiter la responsabilité des associés à hauteur de leur contribution au capital. Bon. Donc c'est une formule simple par rapport aux autres. Hein. Je ne parle pas de la société par action à directoire. Hein. Bon. Comprenez par là qu'à partir du moment où on fait ce constat, et à mon avis, il va au-delà pour ce que j'ai entendu de mon excellente voisine de gauche tout à l'heure, ça va au-delà de l'EG. À partir du moment où on conçoit qu'il y a une recherche de simplicité dans le cadre de la constitution de société. Bon, on doit se poser très clairement la question de savoir si on a besoin, dans nos pays africains, de formules aussi sophistiquées que la commandite par action. Bon.
Est-ce qu'on a besoin d'avoir des sociétés par action à conseil de surveillance et à directoire? Est-ce qu'en clair, est-ce que en imitant mon voisin qui mange de la bouillabaisse à Marseille, je deviens beau comme un Marseillais ou comme une Marseillaise? Non. Traduit en termes d'efficacité. Autrement dit, le législateur, ce qu'il doit rechercher, c'est des outils efficaces. Bon, il faut que le législateur, quand il prépare la loi, il ne le fasse pas par mimétisme. Il faut qu'il le fasse sur base de considérations sociologiques. La loi, elle est faite pour tous. Qui c'est tous? C'est le peuple. Donc, pour nous, les agents économiques. Les organisations patronales ont besoin de quoi? Est-ce qu'elles ont besoin de sociétés par action à conseil de surveillance et directoire? Pourquoi avoir un code de commerce qui fait 600 pages lorsque j'ai besoin de 50 pages? Et je n'injurie pas l'avenir. Hein, dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans, peut-être qu'on aura besoin. Et alors, je reviens à quelque chose que j'ai esquissé d'entrée tout à l'heure dans la communication. Les SARL, on voit qu'il y a 85% qui adoptent cette formule. Mais si on retravaillait cette formule en libérant les initiatives, en réduisant la part de droit impératif, eh bien, vous, notaires, vous seriez plus en facilité, en capacité de séduire les opérateurs économiques pour qu'ils entrent dans la formule SARL. Vous voyez, j'y faisais allusion en disant qu'il faudrait que le code de commerce soit cohérent avec la Constitution, ou alors la hiérarchie des normes ne signifie rien. Liberté d'entreprendre, eh bien, liberté d'initiative. Je viens, je vous dis, moi par exemple, hein, je veux que ce soit que la cession des parts dans une SARL ne soit pas faite à la majorité qualifiée, mais à la majorité simple. Je ne veux pas retarder la cession. Hein? Bon, voilà. Donc, réponse aux questions relatives aux formes de société. Alors, le notaire tuteur légal sur la base de l'obligation de conseil. Je ne voudrais pas qu'il y ait, non pas mes intelligences entre associés, mais mes intelligences entre vous et moi. Il s'agit d'une obligation de conseil, il ne s'agit pas d'imposer, et il ne s'agit pas, au titre de l'obligation de conseil, de faire, je reprends votre expression, le notaire, de faire du notaire le tuteur légal, hein, c'est ça que vous avez utilisé comme expression, des fondateurs d'une société. Pourquoi? Tout simplement parce que d'un côté, la loi vous dit qu'il vous faut conseiller les fondateurs, mais de l'autre côté, la loi ne dit pas que les fondateurs de la société sont des incapables. Je vais même aller plus loin. Oui, je vais même aller plus loin. Supposons que moi, professeur à la faculté de droit, je vienne vous voir pour constituer une société, je sais que je serai le bienvenu, hein, mais une société à responsabilité limitée. Vous allez dire, ce prof, il connaît le droit, je ne le conseille pas. Eh bien, pas du tout. Vous êtes dans l'erreur si vous avez ce réflexe. Moi, je sais enseigner le droit. C'est tout. On ne m'a pas donné davantage que la qualité de pouvoir être un pédagogue du droit. Mais je ne suis pas notaire, je ne suis pas avocat. Je l'ai été d'ailleurs dans une autre vie. Bon, voilà. Et le fait que, et j'arrive au deuxième aspect de votre première question, hein, ne faut-il pas moduler en quelque sorte l'obligation de conseil selon que l'on se situe au stade de la constitution de la société ou au stade du fonctionnement, hein, l'hypothèse étant celle d'une augmentation de capital? Je dis non, 3 fois non. Pourquoi? D'abord, vous ne pouvez pas aller contra legem. La loi n'introduit pas cette distinction. L'obligation de conseil est une obligation générale. Elle ne distingue pas selon que vous interveniez pour la constitution d'une société ou dans le cadre de la vie de la société, cession de parts, augmentation, réduction de capital, etc. Donc, vous ne pouvez pas discriminer là où vous discriminez. Et je crois que la loi a raison de ne pas discriminer. Parce que vous partez sur un postulat qui peut se rencontrer
réalité des choses, mais qui peut ne pas se rencontrer. Il peut ne pas se rencontrer, donc j'inverse votre exemple. Écoutez, voilà deux associés qui étaient, aucune injure, aucun mépris dans ce que je vais dire, hein, l'un gendarme et l'autre, allez, marchand de légumes. À la constitution de la société, ils n'ont pas de compétences juridiques, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Mais tout en étant associés dans cette usine qui fabrique des bonbons, l'un d'entre eux va faire une licence en droit. Et il devient compétent. Il est juriste. Mais il n'est pas un professionnel de l'acte juridique. Et je vais même aller plus loin. Si moi je suis le troisième associé dans cette fabrique de bonbons, je ne suis pas un professionnel de l'acte juridique, je ne suis qu'un pauvre petit prof de faculté. Voilà. Et donc, l'un n'avait aucune compétence et il devient compétent. Hein, on est dans le fait, hein, on n'est plus dans le droit. Hein, et l'autre se prétend compétent alors que sa compétence est circonscrite à la pédagogie et non pas à la pratique notariale. Alors, la parole au Maroc. Merci Madame la Présidente. Amin Zniber du Maroc. Alors, j'ai été interpellé par le thème du congrès qui est la pratique notariale et le développement économique. Pour me poser la question suivante, développement économique, je pense que les organisateurs ou ceux qui ont choisi le thème ont voulu dire développement économique à la fois du pays, c'est-à-dire de chacun des pays du notariat africain, mais également du continent africain. Et cela me fait penser à la pratique notariale qui devrait normalement nous inspirer pour développer notre économie au niveau continental. Alors, par rapport au climat des affaires, nous savons tous qu'aujourd'hui, Doing Business cherche beaucoup plus la diligence et la rapidité. Et la question, comment est-ce que les outils, les instruments que nous utilisons aujourd'hui dans nos études peuvent contribuer au développement économique de notre continent? Et à partir de là, permettez-moi de penser ou de partager avec vous une réflexion qui mérite un approfondissement. C'est le concept du notaire africain ou du notaire d'Afrique, ou même l'acte notarié africain. Alors, pour être plus concret, je voudrais poser 3 types d'outils qui pourraient s'avérer importants. D'abord, les notaires africains pourraient s'entraider pour créer des sociétés, des entreprises, sans devoir être pénalisés par le formalisme très lourd que nous connaissons dans nos pays. Je pense éventuellement à une personne de droit marocain, c'est-à-dire une personnalité morale de droit marocain, qui souhaite investir dans un pays d'Afrique. Serait-elle obligée de créer une autre entreprise, une autre société dans ce pays pour investir? Nous savons tous qu'en réalité, la société peut le faire, mais fiscalement, elle doit être appréhendée. C'est pour cette raison que nous demandons que les États membres, c'est-à-dire les États des pays, demandent une création d'une entreprise assujettie aux droits du pays d'accueil. Et donc, moi, ma réflexion serait que la société puisse être créée uniquement grâce à l'attestation qui serait délivrée par un notaire marocain, ou plus exactement, cette société marocaine pourrait entreprendre et investir dans l'autre pays africain sans devoir créer la société, uniquement grâce à l'attestation qui serait délivrée par un notaire marocain. Et vice-versa, un notaire de la Côte d'Ivoire pourrait délivrer au notaire marocain
une attestation justifiant de la création de cette entreprise. La même réflexion pourrait se poser également lorsque la société aurait fait un investissement et elle aurait acheté un bien en nature, par exemple au Cameroun, mais qui serait le pacte d'associés. L'acte de pacte d'associés serait éventuellement utilisé pour augmenter le capital de cette société au Maroc. Et là, je pense que la coopération entre les notaires pourrait vraiment être bénéfique pour aller vite et développer notre pays. Dernier point peut-être, où l'on pourrait également s'entraider, c'est le pacte d'associés. Nous savons qu'en matière de gérance, certaines sociétés optent pour la gestion sous la forme d'un pacte d'associés. Et là, le notaire a une grande maîtrise et un grand savoir-faire que nous pourrions mettre à contribution entre nous. Et de cette façon, nous arriverons peut-être à prendre les devants par rapport aux autres professionnels qui nous talonnent, qui nous chevauchent, mais que nous pourrions dépasser facilement. Bien entendu, il restera à ce moment-là à définir les formes de coopération entre les notariats ou les notaires des pays de l'Afrique, mais également la responsabilité. Et je pense que c'est le challenge qu'on devrait remonter parce que dans 20 ou 30 ans, si nous ne le faisons pas, si notre coopération n'est pas faite entre notaires africains, nous serons encore une fois mis sous pression par les notariats des pays développés. Je vous remercie. Merci, chers confrères. C'est tellement vrai ce que vous dites que nous avons eu l'occasion d'en débattre avec le professeur Mayata lors de nos dernières rencontres et il va apporter sa contribution sur ce point, notamment pour ce qui nous concerne, les États membres de l'OHADA. Professeur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Maître Zinber, c'est une intervention pertinente. Il faut savoir que la coopération entre notaires est déjà dans le cadre des normes de l'Union internationale du notariat. Ça, c'est déjà prévu. La circulation des actes notariés existe déjà. Mais le souci, c'est qu'il faut faire le lien entre la circulation des actes notariés et le régime fiscal qui devrait s'appliquer par rapport à chaque acte qui est apposé et par rapport aux sociétés concernées. Nous savons que les formes sociales que nous avons ont la possibilité d'avoir des installations secondaires, que ce soit succursales, que ce soit bureaux de représentation ou de liaison dans les États. Mais le souci, c'est que cette circulation des actes notariés puisse permettre systématiquement que l'on puisse réaliser des opérations dans un autre État, sans pour autant que l'acte notarié soit un acte du dit État. Il y a bien évidemment des possibilités, mais constituer une société dans un État par un acte notarié d'un autre État, je ne crois pas que ce puisse être possible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le mécanisme pour l'ensemble des États, ce n'est pas de chercher à avoir une exploitation imposée, mais c'est d'avoir des assujettis sur place. On s'intéresse beaucoup plus à l'existence d'un assujetti au niveau du territoire plutôt qu'à l'existence d'une exploitation qui pourrait être imposée et qui, généralement, échappe à cette imposition-là par le biais des conventions de double imposition. Donc, il y a bien évidemment une réflexion qui est à mener autour de cette coopération qui pourrait exister entre notaires, entre notariats de chaque État, mais il faut tenir compte de l'aspect également politique, de l'aspect fiscal derrière, pouvant constituer un véritable obstacle à la mise en place véritable de cette coopération jusqu'à arriver
à ce que vous êtes en train de prôner. Voilà en tout cas ce que je peux dire rapidement là-dessus. Mais il faut que l'on mène la réflexion jusqu'au bout. Merci beaucoup, maître. Président Dassine. Merci, Madame la Présidente. Rajan Dassin de l'île Maurice. J'aurais bondi sur la question de mon confrère Maître Nimer du Maroc pour lui dire et répondre dans la même ligne du professeur Mayaté qu'il est possible d'avoir des succursales, des sub-companies, parce que je voudrais faire ressortir que l'île Maurice est un pays bijuridique, donc on pratique à la fois la common law et le civil law. Il est tout à fait possible d'avoir une succursale ou sub-company qui serait basée à l'île Maurice. Mais ce qui serait plus intéressant pour les notaires du Maroc et même d'Algérie, avec lequel nous avons une convention de non-double imposition qui est en voie d'être négociée, c'est d'implanter des sociétés sous le droit mauricien qui a des avantages. L'île Maurice est un pays qui a une très bonne réputation dans l'offshore. Donc il est possible. Alors je pense que les deux points maîtres dans cette affaire, c'est d'une part la fiscalité et d'autre part la sécurité juridique. La sécurité juridique est assurée depuis maintenant 3 siècles de notariat et la fiscalité est très intéressante dans la mesure où les sociétés implantées sous le droit mauricien et détenant une convention de non-double imposition peuvent payer jusqu'à 3% au fisc. S'ils n'ont pas ce contrat de non-double imposition, ils seront taxés au taux fiscal de 15%. Ce qui est très intéressant. C'est-à-dire, au lieu de faire une société marocaine agir sur un territoire extérieur au Maroc par voie de succursale ou de sub-companies, il serait intéressant d'exploiter l'île Maurice comme zone de tremplin pour investissement ailleurs. Parce qu'il y a donc, comme je disais, une sécurité juridique et aussi cet aspect fiscal et cette stabilité politique. Je me permets, Madame la Présidente, de renvoyer nos amis, j'espère qu'ils sont tous en possession du rapport de l'île Maurice. Si ça n'a pas été fait, je pense que d'ici demain, ce serait intéressant, et de vous référer à la page 7 de ce rapport. Merci. Merci beaucoup, maître. Mais le problème, ce n'est pas l'installation de la société. Moi, je crois que la question qui est posée n'est pas liée à la possibilité d'avoir une installation secondaire ou encore d'avoir une installation principale dans un autre État. C'est l'utilisation d'un acte notarié étranger pour installer une société ou encore pour installer une succursale ou un bureau de représentation ou de liaison. Est-ce qu'aujourd'hui l'île Maurice accepte qu'un notaire marocain instrumente un acte de constitution d'une société marocaine directement au niveau de l'île Maurice? C'est ça la question en fait. Je crois que c'est un problème de circulation des actes notariés à l'intérieur. Et lui, il voudrait que l'on tienne compte d'une logique, mettre en place une notion générique, je vais dire, de notaire africain, avec un acte notarié qui serait également africain. Je crois qu'il faut que l'on se comprenne. C'est quand même ça la position, finalement, ce qui retient. La question posée par le professeur Mayaté se pratique déjà, comme vous le savez, en Europe. C'est la circulation des actes et l'effet des actes dans les pays tiers. Ça existe déjà. Donc, ce qu'on est en train de poser, c'est au niveau de la même chose, mais à niveau de l'Afrique, sur la circulation des actes et l'effet des actes dans les pays tiers, si j'ai bien compris. Merci.